Alors, premier sujet de cette soirée, comme je l'ai dit, ça sera donc Age of Revelation, un sujet que j'ai divisé donc encore une fois en 4 parties. Là, pour aujourd'hui, il y aura petite remise en contexte, introduction et le détail des premiers numéros. Donc, cette partie sera suivie par 3 autres parties et une petite conclusion que l'on disséminera comme ça au fil des semaines. Alors, on va commencer par parler de d'annonce. Comment ça s'est passé en fait? Ça s'est passé en 2 temps. Tout a commencé en fait en juillet 2025 et de manière assez énigmatique en fait, puisque Marvel a tout simplement balancé cette image que vous voyez actuellement à l'écran. Et de là, tu devais un peu, te débrouiller. Donc c'est-à-dire que tu avais, le titre, soit, The Edge of Revelation, image, mais même les super classes qui disaient pas grand-chose et la date. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il a fallu attendre un peu plus longtemps pour qu'on nous dise que clairement, il allait s'agir d'un petit event qui serait tenu donc par McKay et Stegman, en tout cas concernant les titres principaux, et qui aurait pour but de mettre en place un tout nouveau statu quo pour les mutants. Alors, Age of Revelation, qu'est-ce à dire que ceci? En fait, on est quand même revenu vachement en arrière, hein. C'est-à-dire qu'on part à la base de l'event Edge of Apocalypse, dans lequel Cable est envoyé dans le passé pour régler un problème, mais ça part en sucette. Il ne tue pas la bonne personne et de fil en aiguille, il y a Apocalypse qui s'élève et qui arrive à prendre le contrôle tout simplement de la planète. Et il met en place une sorte de système totalitaire mais planétaire où tous les êtres humains sont assez. Et on est donc dans la continuité de cette Edge of Apocalypse, puisque Révélation est entre guillemets, en fait, le fils, l'héritier d'Apocalypse. D'où le Edge of Revelation qui se passe donc euh, d'un point de vue chronologique et d'un point de vue scénaristique, donc après Edge of Apocalypse, qui est une sorte de what if, une future dystopique qui finalement ne s'est pas passée. Donc. Euh, Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, le principe de révélation, c'est qu'il a réussi à s'incruster, en fait, à avoir des territoires au sein même des États-Unis, donc que l'on appelle communément les territoires de révélation, et où il fait régner sa loi. Globalement, on a 16 titres de 3 numéros à chaque fois, plus quelques numéros qui tiennent en un numéro, en fait, justement. Je pense notamment à X-Men Edge Revelation Overture qui lance un peu le tout et qui en un seul numéro. Mais globalement, donc 16 euros, plus un au tout début, à la toute fin. Donc ça sera plié en 3 mois. Peut-être que le suivant, ils l'ont annoncé la date, mais je ne l'ai plus en tête, ça sera peut-être janvier. Alors, comment tout a commencé? On a commencé avec 3 numéros qui faisaient office de prologue, dont 2 numéros qui faisaient partie des titres X-Men principaux, de la série X-Men principale. Donc il y avait X-Men 19, X-Men 22, et par contre, ils ont mis en place donc un numéro vraiment dédié à ça, qui vise cette fois véritablement de prologue, qui ne fait pas partie donc d'une autre série, donc qui est X-Men Edge of Revelation Overture. Donc cette fois, comme je dis, qui est tenu donc par Jed McKay et Ryan Stegman. Donc c'est le premier titre dont je vais parler aujourd'hui. Martin, je sais plus, est-ce que tu l'as lu toi? Non, je me suis cantonné Aux deux, aux ok. deux. Ouais, ouais, en plus, il y a plein. Enfin, il y a tellement de choses dans l'event que je me suis dit, si j'en commence un, il faudrait que je fasse tout, et bon, voilà. Oula! Pas de souci, pas de souci. Euh, Au niveau de, le titre est quand même important, hein, c'est-à-dire qu'il met mine de rien toutes les bases de ce qui vous attend au sein de l'event. Donc Panini Comics tôt ou tard va s'y coller. Je pense qu'ils vont vous proposer. Ça a beau être un prologue, là pour le coup je le trouve quand même assez important. Donc on suit sans surprise Réaction, Doug Ramsey, qui contrôle donc son territoire et dont le pouvoir est sublimé grâce à ses choristes. Alors, ils les appellent choristes en VO. Moi, j'ai regardé. Techniquement, c'est choriste en VF. Ça, j'ai pas trouvé d'autres noms. Du coup, j'espère que ce n'est pas une hérésie, ce que je suis en train de dire en termes de traduction. Et Cyclope, il voit sur son chemin. T'as vu les choristes?
Oh la vache. Oui, c'est la première chose à laquelle j'ai Mon Dieu, pensé, mon Dieu. mais donc tu n'es pas seul, Mac. Donc révélation qui tient ici un peu, passe à la taille suivante, qui tient un peu, disons le rôle de Messie. Sauf que le problème, c'est qu'on sait pertinemment que son trône a été construit donc sur un génocide. Ce génocide qui a été mis en place hein, à la base dans Age of Apocalypse. Du coup, on a vraiment ce petit territoire des États-Unis contre les X-Men, tout simplement, ou en tout cas une partie des X-Men. Ça, c'est vraiment le pitch de base. On commence à mettre en place également les différents mutants qui se trouvent quel camp, parce que ce n'est pas parce que tu étais un ancien X-Men que tu es encore chez les X-Men. Tu peux très bien être dans le camp de Révélation. Je dis pas qui se trouve où, mais par contre, dès ce premier numéro, on vous dit clairement qu'il y a d'ores et déjà par exemple. Les dessins sont très bons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, là, j'ai mis deux cases qui clairement m'avaient vraiment impressionné. La case à gauche où on voit quelques décors. Alors, d'habitude, il s'étend pas forcément sur les décors sur ce numéro. Là, sur cette case, il l'a fait. Je les trouve vraiment jolis, que ce soit en termes de composition de la page ou même en termes de colorisation. Moi, je trouve ça efficace. Je trouve ça très beau. Ah franchement, c'est pas mal du tout quand même. Il y a un beau jeu de couleurs, le fait qu'il soit dans l'ombre, mais du coup grâce au bras rose, il ressort quand même. Ah ouais, c'est une bonne idée. Non, clairement, c'est bien, c'est efficace. Donc dessin très bon et globalement, ce titre, personnellement, je l'ai quand même beaucoup apprécié. C'est assez porteur, je trouve. Il y avait beaucoup d'action, il y avait quand même un sacré rythme. Il y a déjà, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'informations. Donc, ouais, franchement, très prometteur. Mon j'étais assez mitigé à la base sur le principe même de cet event. C'était pas forcément quelque chose que je voulais voir, on va dire. Je n'avais pas forcément envie qu'on reparte sur Apocalypse. Mais d'un côté, finalement, on rebondit plus qu'autre chose sur Apocalypse pour partir sur quelque chose de nouveau, même si, bah, bien évidemment, on garde l'univers de Age of Apocalypse à peu de choses près. Mais bah, ça marche bien. Sur ce titre-là, je trouve ils ont mis en place de bonnes petites bases. C'est ouais, comme je dis, c'est plutôt prometteur. Assez satisfait de ce numéro. Ah, il a tout lu, Docteur Bishop. Ah vache. Courageux, beaucoup de courage. Euh, on a fait Beaucoup de 50-50. temps libre, Oui, faut voir. oui, un peu des deux peut-être. Ouais, voilà, il le dit. Donc, on a fait 50-50. Voilà, on va parler de 4 titres ce soir. On a fait 50-50. Je me suis chargé. Alors, j'ai un peu choisi un peu au pif, mais du coup, ça tombe bien parce qu'on a fait un petit peu un tie-in et un titre principal chacun. Comme quoi, l'univers fait Yes. bien les choses. En titre principal, nous avons donc alors je vais dire un énième relaunch. Oui et non, parce que ça a beau être Amazing X-Men numéro 1, euh, c'est voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une dystopie, dans une uchronie, enfin voilà, dans un futur alternatif, donc c'est voilà, c'est pas tout à fait la même continuité, donc on n'est pas oui et non, parce qu'en gros le pitch, donc du coup, ce qui découle un petit peu de Age of Revelation, en tout cas pour ce titre-là, nous avons Scott et Hank, donc Cyclops et Beast, le fauve, qui se retrouvent un petit peu, qui nous font une Days of Future Past inversée, où en gros, au lieu d'avoir leur esprit projeté dans le passé pour empêcher quelque chose, on envoie leur esprit dans le futur, à l'époque donc de l'Age of Revelation. Pour le coup, alors je dirais pas que le hasard, mais le contexte dans lequel j'ai lu le titre, je trouve, a plus qu'aidé le titre. Non pas que le titre soit mauvais, loin de là. Le titre est cool, voilà, il se lit vite, il y a de l'action, etc. On te fait vite comprendre ce qui se passe, même si tu n'as pas forcément lu le reste, ce qui était mon cas. Ou alors je connaissais vite fait le principe de l'event, mais j'avais pas lu tout le travail préliminaire qu'il y avait sur l'event.
Non, je l'ai pas lu sur le trône. Mais du coup, le fait de ne savoir quasiment rien du tout à cette chronologie nouvel univers, ça tombe bien parce que du coup, je me sentais un petit peu dans la même situation que Scott et Hank, qui eux aussi sont un peu en mode bordel, qu'est-ce qui se... Pourquoi je parle italien? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils comprennent pas trop ce qui se passe, pourquoi lui veut me taper Quitte à rester dessus. dans le thème, pour le portugais, du coup tu nous teases un peu la suite. Oula, je préfère Et je sais pas. faire l'accent portugais. Non, non, non. Je vais pas m'y risquer, je le connais pas suffisamment. Voilà, donc voilà, les personnages savent pas trop où on est. Moi aussi, je savais pas trop où on était, mais on m'a vite mis au courant avec voilà les dialogues des personnages. Bon, c'est ce que fait les comics, hein, c'est pas forcément toujours très subtil, mais ça fonctionne bien. Les dessins sont, voilà, on l'a dit, hein, les dessins sont très très bons, il y a aucun problème. Les designs sont plutôt cool. Il y a bien le côté de bon, c'est un peu le futur, c'est un peu la merde, etc., etc. Franchement, alors, je suis pas les X-Men de manière dans la continuité actuelle de manière assidue, loin de là. Mais j'ai pas l'impression d'être trop largué. Je sais qu'à une époque, dès que j'entendais parler des X-Men, c'était Krakoa machin et Genosha machin. Et j'étais en mode, je comprends que dalle. Pourquoi ils sont tous comme ça? Pourquoi Charles Xavier il marche? Enfin voilà, c'est pour vous dire à quel point j'étais un peu déconnecté. Mais là au moins, je sais un peu que c'est une sorte de mini table rase. C'est un event. Bon, c'est déjà pas mal. Pourquoi Charles Xavier il marche? Ça aurait pu être putain, mais c'est qui Charles Xavier? Ça va, t'es pas totalement à la masse. Oui, mais bon, je suis censé te parler de ça toutes les semaines, donc il faut un peu que voilà. Mais Oui, bon, oui. c'était avant Tu veux ça, t'y mais mettre, hein? Moi, je dois bien me taper X-Men 97. Bah, toi, ouais, tu vas te c'est pas taper du tout le même temps à passer. 80 ans d'X-Men. Vas-y, attaque la lecture. Ouais, waouh, putain. Non, mais voilà, un titre qui n'a pas besoin de s'encombrer avec trop de continuité. Et du coup, bah, voilà, tu peux y rentrer dedans assez facilement, il n'y a aucun souci. Et le côté un petit peu vertigineux en mode, oula, Titre! exactement. Pardon. J'y ai pensé, mais je l'ai pas mentionné parce que je pensais que je pourrais esquiver. Euh, ouais, voilà, c'est un titre qui n'a pas le fardeau du passé sur ses épaules. Voilà, tu peux commencer la lecture tranquille et il n'y a pas vraiment besoin de plus que ça pour comprendre ce qui se passe. Et ouais, on est un peu en mode qu'est-ce qui va se passer, pourquoi lui il est méchant alors qu'il est pas censé être méchant, et pourquoi lui il est gentil. Enfin, voilà, et il y a un côté à la fois Ultimate, nouvelle version Ultimate et Old Man Logan dans le côté de les États-Unis sont pas foutus de la même manière qu'avant, il y a tout un système de territoire, etc. Donc moi j'aime bien cette vibe là, donc j'ai bien aimé. Voilà. Premier titre efficace. Ah, il faut que je me corrige pas 80 ans d'X-Men, à peu près 60 ans d'X-Men plutôt, bien sûr. Euh, Concernant le fait que tu dis certaines choses que tu avais peur d'être un peu perdu, alors il y a des choses qui sont mises en place visiblement dans ton titre qui ont d'ores et déjà été expliquées dans le mien. Donc c'est-à-dire le Cyclope qui a pas, il n'y a pas son esprit dans son véritable corps, quoique ils ont pris l'esprit d'ailleurs. Ça c'est expliqué dans mon numéro, donc dans le prologue. Et ils expliquent qu'ils ont fait de même avec le fauve, effectivement. Donc toi là, ils te l'ont présenté visiblement comme étant une chose acquise mais il te l'explique auparavant. Tu le lis aussi auparavant. Ok, bon. Mais voilà, ça fait le café quoi. Ça fait très bien le café. Est-ce que tu veux commencer ou j'y vais? Tu... Allez, bah, je commence, histoire Allez. qu'on alterne. Moi, j'ai pris ensuite Laura Kiné, donc Sabretooth. Donc oui, vous n'avez pas rêvé. C'est bien X23 qui porte ici donc le film dans Sabre hein, en VF. Donc pas que le nom d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir, il y a également les couleurs qui ont été reprises. Elle se trouve du côté de Révélation. Elle part du principe que Révélation protège les mutants. Elle est là pour protéger les mutants. Donc du coup, elle trouve que c'est plus légitime d'être du côté de Révélation. Je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ce numéro très cool. C'est un simple tie-in cette fois. Hein. Il fait partie des fameux 16 titres de 3 numéros dont je vous ai parlé. Il a un statut de tie-in, ce n'est pas un titre principal. Et j'ai trouvé ce numéro vraiment très cool. En fait, les relations entre les personnages sont logiques, pourtant terriblement complexes. C'est extrêmement bien ficelé. Et j'ai vraiment été agréablement surpris par ce numéro et la complexité ouais, des liens entre les personnages. C'est-à-dire que dans les faits, tu as Laura qui est avec Révélation, mais elle a quand même peur pour son fils.
C'est-à-dire que, oui, elle marche, dans les pas de Révélation, mais elle a pas une confiance non plus, aveugle, aveugle. Donc, elle donne son enfant à, des membres de sa famille, à l'oncle et à la tante de son fils, heu, sauf que cette famille, justement, n'est pas dans le camp de Révélation. Ce qui sous-entend donc qu'ils sont ennemis avec, Laura. Elle est là pour donner, le gosse, du coup, à l'oncle et à la tante, mais ils se foutent quand même un peu sur la tronche. Voilà, ça montre que, oui, ils sont là, ils aiment le gosse, mais clairement, c'est très, très compliqué. Il y a une relation très tendue avec, Laura et bien sûr, lorsque Révélation apprend ça, à savoir, «Tu es supposé être avec moi, pourquoi tu envoies ton gosse ailleurs exactement? Qu'est-ce qui se passe?» Bah, forcément, il y a aussi une petite tension dans le de d'Apocalypse. Franchement, bah, comme le dit Docteur Bishop, j'ai trouvé que l'histoire était bien amenée. Sur le principe, je voyais pas trop sur quoi on allait se diriger, d'autant plus que le synopsis est quand même resté vachement vague. On te dit, bah, que c'est Laura Kinney et qu'après, bah, c'est dans le sabre. Oui, OK, formidable. En même temps, c'est le titre du numéro. Donc tu apprenais vraiment pas grand-chose et au final, et ben, c'est chouette. Franchement, c'était chouette. Alors, ça ne fait pas vraiment avancer, disons, le schmilblick, comme on dit en France. Ce n'est pas avec ce numéro que, qu'on va avancer dans l'event Edge of Revelation. En même temps, c'est le quatrième numéro à être sorti dans l'event, donc c'est tout à fait normal. Mais en prenant ce numéro vraiment tel quel, en tant que numéro entre guillemets indépendant, franchement oui, plutôt satisfait. Et les trains étaient assez corrects. J'ai clairement préféré ceux de Edge of Revelation ouverture, mais ils étaient corrects. Moi, mon tie-in, c'était sur le personnage de Binary, voilà, on va le dire avec le bon accent, binaire en bon français, qui est donc un des alias de Carol Danvers, qui a été aussi porté par Monica Rambeau. Il y a un petit caméo à la fin de The Marvels de Binary dans la scène post-générique. Euh, mais cette fois-ci, un petit peu comme tous les youtubeurs veulent le dire, c'est une binary un petit peu spéciale cette fois-ci, puisque Carol s'est retrouvée dotée de la Force Phoenix, du Phoenix, de la Phoenix Force, on va dire ça à l'anglaise, voilà, qui lui a été donnée par Jean Grey en personne. Et elle se sert de ses pouvoirs, voilà, elle dit, ben voilà, avec tous ses pouvoirs, allez hop, je m'appelle Binary, c'est à propos, etc. Et elle utilise la puissance assez craquée hein, du Phénix pour créer une sorte de bulle dans sa ville natale, hein, si j'ai bien lu le titre, pour les empêcher d'être contaminés par le virus X, le X-Virus. Donc bon, je pense que le scénariste a bien dû kiffer WandaVision, parce qu'il y a quand même une vibe assez WandaVision dans le truc où voilà, on est dans une ville, dans une sorte de dôme, voilà, qui englobe les personnages dans une situation. Les gens au sein du dôme, pardon, sont coincés là depuis 10 ans, hein, depuis le début des événements de l'amènement de Révélation. Et les gens sont un peu en mode à l'aide, enfin, on veut partir en fait, tu nous saoules. Et donc bon, il y a tout un côté de bon, limite on la traite comme une sorcière un petit peu. Donc bon, il se passe pas énormément d'action, on est surtout vraiment sur voilà, qu'est-ce que ça fait d'avoir ces pouvoirs-là, comment ne pas répondre aux provocations des gens, voilà, est-ce que je devrais continuer à faire ce que je fais, etc., etc. Mais ça va, pour le moment, pour un titre qui est quand même plus posé, ouais, voilà, qui fait pas avancer autant les choses que les titres principaux. Non, franchement, c'était un time de bonne facture, on va dire ça comme ça. Les dessins sont pas trop mal. C'est pas un style que je kiffe à 100%. Il y a un certain visage, je suis pas méga fan. Non pas que c'est moche, hein, mais là je dis juste vraiment mon appréciation personnelle. Là aussi, alors je pense que de ce que tu en dis, je pense pas que ce soit aussi bon que le spin-off sur X23. Mais franchement, disons que si Panini met ça dans une intégrale Age of Revelation, ça fera pas tâche, hein, loin de là. Voilà, c'est une addition plutôt sympa.